C'est comme toujours, bienvenue à tous. Chaque semaine, nous revenons sur les images qui ont fait l'actualité, mais au travers du prisme de la communication. Nous allons tenter de lire ensemble entre les lignes, parce que ne l'oublions pas, ce qui compte, la chose la plus importante en communication, eh bien, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Au sommaire, cette semaine, dans cette émission, Emmanuel Macron à marche forcée. Il surfe sur sa belle image pour lancer son mouvement, mais comment convertir sa popularité en succès dans les urnes? Ils sont nombreux dans le passé à avoir essayé et à s'être cassé les dents. Le feuilleton de la semaine, les Panama Papers, derrière les révélations. Comment les médias du monde entier ont-ils distillé leurs informations? On est un peu dans un plan com du goutte à goutte. Et puis, Nuit debout, le mouvement prend de l'ampleur en renversant les standards de la com classique. Ici, pas d'incarnation, au contraire même, aucune figure ne doit émerger, en tout cas pour l'instant. Avec nous sur ce plateau, Romain Mouton, fondateur de RM Conseil. Bonsoir Romain. Bonsoir Julien. Anne-Claire Ruel, professeure de communication politique. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir. Merci d'être là malgré les bouchons, paraît-il. Oui, c'est ça. Et puis Nicolas Boudot, associé du cabinet Tilder. Rebonsoir Nicolas. Julien. Alors Emmanuel Macron, donc à marche forcée, il surfe sur sa belle image. On l'a dit déjà, comment faire pour convertir tout cela? Il a lancé son parti qui s'appelle donc En Marche, avec une affiche, avec une signature, avec aussi, vous avez remarqué, les initiales EM, Emmanuel Macron, En Marche, en majuscule. Alors j'ai dit parti, aujourd'hui vous savez qu'on ne dit plus parti, on dit plutôt ceci. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. En Marche, mouvement, Anne-Claire Ruel, on voit l'intention ici d'Emmanuel Macron. Oui, c'est de ringardiser les partis, C'est ça. mais parce que les partis sont devenus un peu obsolètes et has-been, et enfin, j'ai envie de dire, les politiques commencent à comprendre un peu la chose. La limite, on va le voir plus tard, c'est les militants, évidemment. C'est combien de divisions Emmanuel Macron derrière tout ça. Mais oui, et c'est, ce qui est intéressant aussi, c'est En Marche, son mouvement En Marche. Et lui, en fait, il est tout le temps dans la transgression en termes de communication. Et la transgression, si on regarde l'étymologie latine, c'est marcher au-delà. Donc c'est assez intéressant, cette cohésion entre les deux, finalement. Et cette déclaration, il l'a faite d'ailleurs, il n'y avait pas de caméra de grands médias, il était en live sur Dailymotion. Alors on a vu certains signaux qui peuvent rappeler une campagne électorale, cette affiche, ce slogan, et puis il y a aussi un clip. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Alors on fait quoi? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. La source d'inspiration, Romain Mouton, elle peut surprendre, c'est Désir d'avenir de Ségolène Royal en 2007, le côté participatif. Il a envie de creuser ce sillon-là, Emmanuel Macron. Il a compris qu'on ne pouvait plus faire de la politique de la même manière, et son clip d'ailleurs est totalement calibré, calculé. C'est une pub avec des images léchées. On voit des hommes, des femmes, de la diversité, des enfants. Il y a tous les âges. Chacun peut s'y retrouver. Et finalement, on en perd presque de la spontanéité et du naturel. Oui, c'est vrai que ça fait un peu institutionnel, ça, pour le coup. Ça fait clip institutionnel. C'est pas très convaincant, Nicolas Boudot. Non, pas tellement. C'est trop léché. Puis il y a un trop grand décalage entre l'image que Emmanuel Macron a voulu donner en lançant son mouvement politique, donc avec des images pas terribles, un discours qui manque peut-être un petit peu de tenue. C'est ce clip avec cette musique qui est hyper cadrée, hyper léchée, si vous me passez l'expression, et qui ressemble véritablement à un clip de campagne politique. On a déjà l'impression d'être un an plus vieux et d'être en 2017. Pourquoi il n'a pas voulu faire un 20h, d'après vous, Anne-Claire Ruel, pour lancer son mouvement? Alors évidemment, c'est pour jouer la carte de la proximité. Il revient dans sa ville natale d'Amiens, il réunit sur Facebook, il fallait s'inscrire sur Facebook pour pouvoir participer à ce meeting, ses partisans. Il annonce en fin de réunion, je suis complètement d'accord avec Nicolas, c'est-à-dire qu'il joue le côté bon, c'est en cours, etc. Sauf qu'il a un clip de campagne qui fait finalement hyper contrôlé, hyper maîtrisé, et puis limite publicité
publicité produit. C'est ça qui est aussi intéressant. Il n'a pas encore de logo. Il joue derrière, c'était très sobre sur fond gris quand il est arrivé. Donc il joue un peu le côté non-préparation et derrière il y a ce clip qui casse un peu cette stratégie. Alors en tout cas, le politique qui veut se présenter comme l'homme nouveau, ça c'est pas vraiment nouveau justement, le côté un peu transcourant. Tiens, vous allez voir par exemple une affiche qui date de 1965, figurez-vous. À l'époque, c'était Jean Le Canuet et déjà le slogan c'était « En marche ». Alors c'est pas un homme en marche, mais c'est une France en marche. Il y en a plein d'exemples comme ça. Romain Mouton, on voit ici Jean Le Canuet, mais il y a aussi Jacques Chaban-Delmas. Enfin, c'est pas nouveau cette figure de l'homme politique transcourant. Oui, puis ni droite ni gauche, il est quand même ministre socialiste dans un gouvernement socialiste. Alors lui n'est pas socialiste. Il n'est pas militant socialiste, mais il est dans un gouvernement de gauche qui n'est pas un gouvernement d'ouverture. D'ailleurs, Manuel Valls et François Hollande lui ont rappelé aujourd'hui qu'il est dans un gouvernement, dans une majorité. Donc oui, ce qu'il fait, c'est pas nouveau, mais d'ailleurs, il se positionne. Il se positionne comment, finalement, quand on écoute Emmanuel Macron, puisqu'il fait de la communication, dès le 16 mars, sur une matinale radio, il disait que François Hollande est le candidat naturel et légitime. Et aujourd'hui, finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron, en faisant son plan de communication, est-ce qu'il ne démarre pas une autre campagne en marche vers qui? Est-ce que c'est pas en marche vers François Hollande et vers une nouvelle candidature de François Hollande? Nicolas Boudot, c'est ce qu'il faut voir derrière ce message. Il n'a pas l'intention de convertir cette popularité en succès électoral, d'après vous, Emmanuel Macron? Si, probablement, mais pas tout de suite. Ouais. Et là, je rejoins un peu Romain. Je pense que finalement, Emmanuel Macron, c'est un peu le missile anti-Juppé. C'est-à-dire dans le camp de gauche, on anticipe une victoire d'Alain Juppé qui fait une campagne au centre et on se dit, pour le contrer, il faut quelqu'un qui incarne le centre de notre côté et un bon directeur de campagne futur, ça pourrait être Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, finalement, c'est peut-être un homme politique schtroumpf, c'est-à-dire bleu à l'extérieur et finalement rose à l'intérieur. C'est en tout cas ce qu'on peut peut-être en retenir. C'est pas ce que pense Jean-Christophe Cambadélis, en tout cas Anne-Claire Ruel, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, le premier secrétaire, mais lui, en termes d'image, il compare Emmanuel Macron à Éric Cantona, c'est-à-dire le footballeur tout seul, et sous-entendu versus Didier Deschamps, qui lui a été champion du monde et qui aujourd'hui est le patron de l'équipe de France. En gros, il dit c'est un électron libre qui ne fera jamais rien. Alors, on est habitué des sorties de Camba, on l'appelle Cambadélis, toujours avec des métaphores improbables aussi pour les médias. Oui, certainement, mais je pense que ça aussi, c'est un peu téléguidé, c'est-à-dire que c'est ce qu'il est en train de dire. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, Emmanuel Macron, combien de divisions, et je pense effectivement que c'est un poisson pilante pour essayer de driver le vote, l'électorat centriste, contrer Juppé, et puis surtout s'opposer aussi potentiellement à Manuel Valls. Parce qu'on sait que, il y a une stratégie qui se dessine aussi à plus long terme, et c'est ça qu'il va falloir étudier dans les prochains temps. Allez, on va quitter la com politique maintenant avec le Panama, chapeau bas. Les Panama Papers, c'est vraiment le coup journalistique d'abord de la semaine, mais c'est aussi un joli coup de com' puisque le secret a été bien gardé, la mise en scène des révélations a été parfaitement orchestrée, une communication qu'on pourrait qualifier de perlée. À 20h dimanche, Le Monde lâche ce tweet pour dire attention, il y a du lourd qui va arriver à partir de demain, effet de surprise, lâché en fin de week-end, Nicolas Boudot pour annoncer ce qui ensuite va être un feuilleton. C'est le but. Feuilletonner, tenter de vendre du papier, vendre des clics sur le site internet du Monde pour la France, mais il y a un millier de journalistes de 107 pays qui, quasiment au même moment, ont fait cette révélation. 11 millions de données qui ont été volées à un cabinet d'avocats panaméen, on ne sait pas par qui d'ailleurs, et on ne sait pas comment les journalistes les ont obtenues. Mais voilà, des révélations sur un certain nombre de personnalités publiques, gouvernementales, politiques, des acteurs, des sportifs qui ont essayé d'échapper à la fiscalité. C'est plutôt bien joué pour les médias. On ne sait pas si l'opinion publique suit, et le sondage qu'on a vu précédemment montre qu'il y a un peu de distance. Même si on voit bien ici, Romain Mouton, le storytelling des choses de la part des journalistes avec Le Monde qui feuilletonne, la communication de ces informations, elle a été préparée en amont, et d'ailleurs le secret a été parfaitement gardé. Bien sûr, secret parfaitement gardé, les journalistes étant les premiers acteurs de ce secret, puisque c'est un secret professionnel presque. Et on a vu, grâce à cette affaire, que les journalistes, en dehors d'avoir été d'excellents enquêteurs, ça a été ici d'excellents communicants. Parce qu'il y a eu la séquence Le Monde, mais il y a eu la séquence France 2, Cache Investigation avec Élise. Dans un second temps, et tout était calibré, c'est-à-dire qu'Élise Lucet savait parfaitement que 2 jours avant ou que la veille, Le Monde allait faire son papier. Et en fait, ça donne aussi
c'est pas une critique dans ma bouche, mais une sorte de complicité entre journalistes qui avaient établi un plan de com avec chaque jour une nouvelle affaire, peut-être des rumeurs qui commencent sur une personnalité, puis on se rend compte 2 jours après que ce n'est plus une rumeur mais une information. Et finalement, jusqu'à fin mai, ils ont prévu comme ça de feuilletonner et en alimentant grâce aussi à des émissions d'investigation. Élise Lucet s'est positionnée, Le Monde. On voit que le choix des médias est précis, sur des médias transgressifs qui ont l'habitude de faire des révélations. L'émission d'Élise Lucet a cette réputation et c'est la marque Élise Lucet, c'est aussi cette marque de transgression. Donc tout était calibré, un vrai plan de com, au-delà d'un plan de journaliste. Et puis en plus, il y a les rebondissements qui suivent, et là qui sont indépendants, si on peut dire, des journalistes. C'est ce qui va se passer par exemple en Islande. Vous avez certainement vu cette séquence, le Premier ministre islandais qui est cité et qui est interrogé sur ce point alors que ça n'était pas prévu, et vous allez voir sa réaction, et il s'en va. Pourquoi n'avez-vous dit à personne « Je vous donnerai une interview là-dessus plus tard ». Pourquoi n'avez-vous pas dit que vous étiez lié à la compagnie offshore Wintris ? Écoutez, je vous donnerai une interview spécifique plus tard pour répondre à cela. Mais nous sommes en train de faire une interview. Là, maintenant, vous pouvez répondre. Vous êtes le Premier ministre de l'Islande. Bien sûr. Anne-Claire Ruel, en termes de communication, c'est la pire des réactions, se lever comme ça et partir, parce que c'est évidemment ça qu'on retient dans la séquence. Dans l'histoire, se lever et partir, quoi qu'il arrive, c'est toujours une mauvaise idée. Alors que c'est tout le temps une mauvaise idée, donc il faut effectivement rester assumé. En revanche, la démission qui suit est essentielle. C'est-à-dire que s'il veut avoir une carrière politique ou quoi que ce soit d'autre après pour reconstruire son image, là, la démission s'impose. Et il a d'ailleurs démissionné. Nicolas Boudot, ça doit phosphorer dans les cabinets de com sur toutes les personnalités qui ont été citées. Quels conseils on peut donner aux personnalités visées pour essayer de se racheter une image ? Changer de planète. Non, trêve de plaisanterie. Il faut se préparer de toute façon à affronter un tonnerre médiatique. L'avantage pour chaque personnalité, c'est de se dire que de toute façon, il y a 11,5 millions d'institutions ou de personnes privées qui sont concernées. Donc au milieu de tout cela, peut-être que leur cas particulier pourra passer plus inaperçu. Il n'en demeure pas moins qu'ils doivent se préparer à répondre à ce genre de questions de façon très simple et très courte, et puis s'attendre dans chacun des pays à un contrôle fiscal, à mon avis, carabiné. Alors c'est un exercice auquel a essayé de commencer à se livrer la Société Générale, qui est pointée du doigt en tant que banque par ses dossiers. On a parlé de l'émission Cash Investigation. Pendant l'émission, il y avait ce qu'on appelle un live tweet, c'est-à-dire la Société Générale qui réagissait directement sur Twitter, et avec des sites, cela dit, qui sont très très institutionnels. Regardez par exemple, nous confirmons que la Société Générale ne détient plus aucune implantation en activité dans les paradis fiscaux. On a l'impression d'une phrase qui n'est pas très dans le ton Twitter. Tout ça est un petit peu désincarné. Il y a aussi « Nous menons une politique proactive », j'aime bien celui-là, en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Romain Mouton, vous en pensez quoi de cette réponse qui détonne évidemment dans le ton habituel des réseaux sociaux ? Oui, utiliser Twitter, c'est bien, mais il faut en maîtriser les codes. Ouais. C'est-à-dire que sur Twitter, c'est une parole libérée, spontanée. Et d'ailleurs, ça contraste avec Jérôme Kerviel, qui a fait un tweet, lui, plus décalé, en souhaitant bonne chance à la Société Générale cette semaine. On peut le voir peut-être, le tweet de Jérôme Kerviel. On va le voir dans quelques instants. Allez-y. Et donc, du coup, la Société Générale a tenté. Effectivement, ils se sont dit, oui, il faut répondre, il ne faut pas qu'on laisse la place à Cash Investigation, et on va rentrer dans le jeu du live tweet. Le voilà, Jérôme Kerviel, pendant que vous parlez. Voilà, sauf que le ton n'était pas le bon. Par exemple, si on devait comparer la SNCF, qui eux font des live tweets dès qu'il y a un sujet, et ils utilisent ces tons décalés, ils arrivent à angler leur ton. Ouais. Et ça nécessite une cellule de communication avec des community managers qui sont habitués. Et là, on sent une certaine improvisation avec une telle peur que le message ne soit pas cadré, ne correspondent pas à ce qu'on veut faire passer comme information, que finalement, ça a perdu sa fraîcheur et sa spontanéité, et donc du coup, de sa crédibilité. Alors, il y a un journaliste de Cash Investigation qui est venu nous voir cette semaine dans la Newsroom pour nous raconter un peu comment tout s'est passé, et il nous a expliqué notamment cette nouvelle forme de journaliste qui est basée sur le big data. On l'écoute, Romain Verlet. On avait une grande plateforme où dedans on avait donc les 11,5 millions de documents. Et il y a eu tout un travail de data gigantesque où c'était classé. Et donc, vous aviez un espèce de pomme F, c'est-à-dire que vous écriviez au hasard, si vous cherchiez Platini, Balkany, hop, et il y avait des petits mots qui sortaient. C'est comme ça qu'on a pu trouver sur Michel Platini au hasard. On a pu trouver effectivement beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et donc, c'est à la fois, vous avez tout. C'est merveilleux, vous avez les cartes d'identité, vous avez les bons porteurs, vous avez les listings de sociétés, vous avez les prête-noms, il y a tout.
Voilà, pour chaque client, il y a tout. Intéressant, Anne-Claire Ruel, ces nouvelles techniques d'investigation qui sont à la disposition des journalistes. Oui, c'est lié à tout le phénomène des big data. Donc, vous savez, ces données qu'on peut utiliser à toute fin, d'ailleurs. Qui peuvent servir en com aussi. Hein. Qui vont déjà servir en communication, figurez-vous, parce que François Hollande, qui avait copié la campagne d'Obama, avait dans son équipe de campagne 3 garçons qu'on appelait les Bostoniens. En fait, ils sont alsaciens. Oui. Mais ils avaient regardé la campagne d'Obama, ils avaient même participé à la campagne d'Obama, et ils avaient vu qu'on pouvait faire une sorte de mapping de tout l'ensemble des bureaux de vote et analyser les réservoirs de vote disponibles, c'est-à-dire les gens abstentionnistes mais qui voteraient plutôt pour la gauche et donc François Hollande. Et ils envoyaient tous les militants systématiquement dans ces zones parce qu'ils savaient que justement on pouvait jouer sur les voix là-dessus. Donc ça a déjà été utilisé, ça sera encore plus utilisé à l'avenir et je pense que 2017 va être un bon exemple de tout ça. Nicolas Baudot. Moi, ce qui me gêne dans l'interview, c'est le « c'est merveilleux » de la part du journaliste. D'abord parce que l'enquête, elle lui est arrivée à peu près toute ficelée sur son ordinateur, donc ça enlève un petit peu de puissance. Oh, vous exagérez quand même. Un peu. Il a fallu éplucher 11,5 millions de documents. Avec du texte et data mining, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, il suffisait de rentrer un nom et comme par hasard, ça sortait. Donc ça paraît simple et il le dit lui-même. Non, c'est merveilleux parce que cette espèce de volonté de transparence absolue, totale, complète sur l'ensemble des individus, elle nous renvoie à des livres de science-fiction, à des films qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie de vivre dans notre quotidien ou dans notre futur proche. C'est peut-être une remarque un peu personnelle. Même si c'est au service de la transparence journalistique. C'est peut-être au service de la transparence journalistique. Là, évidemment, c'est pour une cause qui est probablement noble et défendable. Ouais. Il y a peut-être que la transparence totale sur l'ensemble des citoyens, pour d'autres causes moins nobles, ça pose quelques problèmes philosophiques. C'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, mais on pourra peut-être se les poser un jour. Allez, vous avez connu la France qui se lève tôt, voici maintenant la France qui se couche tard, très tard. Elle se couche tellement tard qu'elle ne se couche d'ailleurs même pas. Voici les militants de Nuit debout. Ils se retrouvent chaque soir place de la République à Paris et dans d'autres villes d'ailleurs de France. Une mobilisation qui s'est organisée en 3 actes. Alors, acte 1, il y a eu d'abord un film documentaire qui s'appelle Merci Patron, un film très militant, anticapitaliste, dont on va d'ailleurs regarder un petit extrait. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici ? Rien. Je regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 € par mois ? Mange pas. Pardon ? On mange pas. Eh bien, on va se faire vos porte-paroles. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois ? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, leur rager. On va quand même pas arrêter, là. Allez faire les danseuses. Oh, merde. C'est nous qu'on sera les PDG. Allez, Bernard. Et puis raquettez bien les PDG, alors. Film réalisé par François Ruffin et qui a été vu par près de 200 000 spectateurs en salle. C'est un vrai succès. Et puis alors, il y a eu l'acte 2, ça c'est la nuit du 31 mars. Dans la continuité de la manif anti-loi El Khomri, certains décident de rester place de la République. Et le mouvement va prendre, grâce, Anne-Claire Ruel, à ce qu'on pourrait appeler la communication horizontale. Avec aussi les réseaux sociaux. Enfin, on n'est pas du tout dans une façon verticale d'organiser les choses. C'est ça qui est très intéressant en ce moment. C'est-à-dire qu'on assiste à l'effondrement de la communication verticale, descendante. L'exemple de la Société Générale en est un exemple patent, c'est-à-dire les statements, donc les positionnements comme ça, qui ne sont pas du tout adaptés à l'ère de Twitter et de Periscope. Là, on a un mouvement qui est spontané, alors plus ou moins, on verra après, l'histoire nous dira si c'était plus ou moins spontané, mais on a un mouvement en tout cas qui se fédère, qui crée, qui est son propre média, qui s'organise en incitant notamment les militants à utiliser une application qui s'appelle Telegram, en utilisant des codes spéciaux. Il y a un live tweet qui a été organisé par un community manager sur Periscope qui a été suivi par 81 000 personnes, donc c'est pas rien. Et donc les gens s'organisent comme ça, et je crois que le temps des manifestations physiques est fini, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte toutes ces personnes qui suivent aussi le mouvement au-delà de ça, qui s'informent et qui sont présents d'une manière différente. Alors ce prolongement sur les réseaux sociaux, c'est l'acte 3 de cette séquence de communication en direct effectivement sur Periscope avec ce community manager qui d'ailleurs n'est pas un militant, en tout cas c'est ce qu'il dit, et qui s'appelle Rémi Buisine. Et alors vous l'avez dit, on va voir que la foule, elle a créé aussi, ça c'est vraiment intéressant, elle a créé ses propres codes de communication et même son propre langage en reprenant, figurez-vous, Romain Mouton, je ne sais pas si vous avez vu ça, en reprenant la langue des signes.
Oui, j'ai pas vu la langue des signes, là je le vois sur votre écran, mais par contre, effectivement, ils utilisent tous les codes possibles et inimaginables qui sont dans les autres pays. On sent cet esprit de Occupy Wall Street, des indignés espagnols, et l'utilisation massive des réseaux sociaux. Ce sont des communicants formés, d'ailleurs le collectif qui est derrière, il y a certes François Ruffin, il y a un collectif, il y a une revue qui s'appelle Fakir. La revue Fakir, la place de la République a été bloquée, en tout cas autorisée grâce à des syndicats traditionnels. C'est-à-dire il y a toujours ce fond de syndicats traditionnels, d'organismes traditionnels, plutôt classés à l'extrême gauche, qui a ses codes de communication habituels et qui utilise les outils de communication plus spontanés comme Periscope pour se donner un vent de fraîcheur dans leurs revendications. Et ce qui est frappant aussi, Nicolas Boudot, c'est que il n'y a pas de leader, en tout cas il n'y a pas de visage. Et ça, c'est exprès. Ils ne veulent surtout pas faire émerger de figures particulières. Ça aussi, on n'en a pas l'habitude encore. On n'en a pas l'habitude et pas encore, parce qu'il faut que le mouvement grandisse un peu, grossisse pour que quelques leaders émergent. Un mouvement n'est jamais spontané. Il n'y a jamais de mouvement spontané, l'histoire nous l'a montré, ça fait 2016 ans, il n'y a jamais de mouvement spontané, que ce soit les mouvements de lycéens, d'étudiants, etc. Il y a toujours un petit groupe qui, à la manœuvre, réussit à fédérer, à pousser. Là, c'est le cas également autour de Fakir, du groupe et puis du réalisateur de Merci Patron. Petit à petit, on verra si toutefois le mouvement prend de l'ampleur, quelques leaders commencer à prendre la parole. C'est ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos, en Grèce de la même façon. On verra, à mon avis, dans les semaines qui viennent, émerger quelques leaders et ceux-là, ils compteront, à mon avis, dans le monde politique de demain. En tout état de cause, ce sera l'émergence probablement d'une nouvelle extrême gauche dans notre pays. Sur les techniques de communication, Claire Ruel, il y a une inspiration revendiquée de ce qui s'est passé en Espagne, de ce qui s'est passé aux États-Unis. On a appris de ces succès-là. Oui, je pense que c'est effectivement une forme d'auto-apprentissage à la faveur justement des réseaux sociaux. On a vu ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un village, évidemment, on voit tout. Et oui, c'est en train de se mettre en mouvement. Pour venir sur l'incarnation, effectivement, ils seront obligés un jour ou l'autre d'avoir des figures emblématiques. On voit que l'économiste Lordon, qui est très attaché à ce mouvement, refuse pour l'instant de rentrer dans le jeu. On verra qui émergera par la suite. Mais un Pablo Iglesias français va être amené à arriver sur la scène très bientôt. Comment vous expliquez, Romain Mouton, que ça ait pris maintenant, alors que ça fait plusieurs années qu'il y a de nombreuses organisations qui essaient de faire naître ce genre de mouvement, à l'image de ce qui s'est passé donc en Espagne, et que ça n'a jamais vraiment pris en France. Pourquoi est-ce que là, cette fois, ça semble s'agréger ? Je vois deux éléments. Il faut dire qu'il y a un fond de revendication depuis plusieurs mois, les zadistes, etc., un peu partout en France. Et là, il y a eu l'étincelle Loi El Khomri, des manifestations traditionnelles, le film de François Ruffin. Et donc, il a suffi d'une allumette pour mettre le feu et donc là, maintenant, avoir ces manifestations. D'ailleurs, en termes de communication, il y a une communication politique ratée de deux responsables politiques, Olivier Besancenot et Jean-Luc Mélenchon, qui se sont rendus sur place, qui ont essayé, qui ont tenté, qui ont été humés le terrain. Mais en termes de com, c'est une com ratée, puisqu'au final, ce n'est pas eux qui récupèrent, pour le moment en tout cas, le lead sur le mouvement. Et oui, parce que ce sont des figures traditionnelles, déjà vues, donc ils n'ont pas forcément été très bien accueillis, Nicolas Boudot. Ah oui, c'est les figures anciennes d'un monde qui s'est éteint. C'est véritablement, à mon avis, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle extrême gauche en France. On verra ce que ça donnera dans l'avenir et quels seront les leaders de cette nouvelle mouvance. Le monde change et on l'observe chaque semaine dans Comme Toujours. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve dans la newsroom lundi. Tout de suite, c'est d'autres infos, toujours sur la chaîne Info en clair, gratuit, Canal 26.